comment des micro-organismes provoquent-ils des maladies? Regardons du côté des bactéries. Présentes sur notre corps se nourrissent de nous. Elles consomment nos peaux mortes, les particules de notre épiderme. Elles participent en fait à la décomposition de ces éléments. Pour elles, notre peau est avant tout une réserve de nourriture sous forme de lipides et de protéines. En retour, elles sécrètent une matière hydratante, empêchant notre peau de se dessécher, de se craqueler et d'ouvrir ainsi une brèche à des envahisseurs microscopiques. Comme la croûte qui recouvre notre planète Terre, la peau est l'enveloppe extérieure protectrice de notre corps. Contrairement à ce que vous pourriez penser, elle n'est pas aussi légère que cela. Nous portons environ 5 kg de peau répartis sur une surface moyenne de 2 mètres carrés à l'âge adulte, ce qui en fait le plus grand organe du corps. Mais surtout, notre peau a des propriétés étonnantes dont nous n'avons même plus conscience. Notre peau est criblée de minuscules orifices par lesquels elle respire. Ces pores permettent aussi d'évacuer la sueur lorsque nous transpirons. Elle est sécrétée par 3 millions de petites glandes cutanées réparties sur tout notre corps. La peau est aussi imperméable, grâce à une protéine dure et insoluble, la kératine. Enfin, notre peau est élastique, ce qui la rend résistante. La surface de notre peau est une étendue sauvage sur laquelle s'est construite une vaste pyramide du vivant. À la base de la chaîne alimentaire, les bactéries sont un terreau nourricier qui fournit de nombreuses ressources pour tout un tas d'espèces. Mais d'autres formes de vie ont également élu domicile partout où les conditions sont favorables. Ainsi, certains champignons microscopiques ont colonisé notre peau et l'intérieur de notre corps. Comme leurs cousins qui poussent dans les forêts, ces champignons microscopiques se reproduisent grâce à des petites spores qui se répandent dans l'air. C'est ainsi qu'ils s'établissent sur notre peau ou pénètrent dans nos poumons. Grossis près de 5000 fois, ils nous font penser à une flore exotique qui n'a rien à envier à certaines régions tropicales de notre planète Terre. C'est pourtant sur nos ongles de pied, entre nos orteils ou dans les alvéoles de nos poumons qu'on les trouve. Les zones humides, chaudes et obscures sont leur terrain favori, car la matière organique en décomposition constitue l'essentiel de leur menu. Le plus souvent, les endoparasites choisissent la discrétion et pénètrent dans le corps sans effraction, en utilisant tout simplement les voies d'accès naturelles. Notre bouche est généralement la première étape de leur voyage. Cette cavité chaude et humide offre un biotope accueillant pour de nombreuses créatures, et tout particulièrement pour les bactéries. Des milliards d'individus en tapissent l'intérieur. Elles nous rendent de nombreux services en maintenant un équilibre chimique dans notre bouche. Le film bactérien qui se forme sur nos dents est saturé en calcium. En se dissolvant à la salive, il permet de lutter contre une acidité excessive lorsque nous consommons du citron ou du vinaigre, par exemple. Ce cocktail de bactéries s'accumule sur nos dents, se solidifie pour former des plaques de tartre. Comme des couches géologiques, elles emprisonnent les bactéries. Dans le laboratoire dirigé par le professeur Cooper, on exhume donc avec précaution ces bactéries fossilisées des dents de nos ancêtres. Nous voulions vraiment savoir quelles conséquences ont eu les grandes mutations que l'homme a traversées. La plus importante est sans doute l'émergence de l'agriculture, la révolution néolithique comme on l'appelle. C'est le moment où les céréales, comme le blé, l'orge, le seigle, ont été introduits largement dans notre alimentation. C'est là que les glucides sont devenus prédominants dans notre régime alimentaire. On voit apparaître les premiers signes de carie et les trous qui se forment dans les dents.
Mais notre bouche n'est que l'antichambre des gouffres qui parcourent les tréfonds de notre corps. La contamination est l'entrée de micro-organismes dans notre corps. Comme nombre de bactéries ou de vers parasites, l'air s'introduit dans notre corps par les voies naturelles. C'est bien souvent dans les crudités ou dans la viande peu cuite qu'il peut se cacher. Nous pouvons être contaminés par de l'eau sale, des sels, de l'air, la salive, par un contact, un rapport sexuel non ou mal protégé, du sang contaminé, des seringues usagées, par une blessure avec un végétal, un objet contaminé, ou par un animal contaminé. Une fois ingéré, le parasite s'y multiplie. L'infection est la multiplication des micro-organismes à l'intérieur de notre corps, avec malheureusement les troubles ou les symptômes qui en découleront. Les bactéries qui nous rendent malades peuvent agir de deux façons différentes. Elles peuvent agir de façon directe sur un organe, sur des cellules, ou alors elle peut nous rendre malades en produisant des substances toxiques, appelées pour la plupart des toxines. Qu'en est-il des virus? Les virus sont présents partout dans la nature. Ils sont 1 million dans une goutte d'eau de mer et près de 100 millions dans 1 gramme de terre. Ils prolifèrent dans le mucus, cette substance visqueuse qui tapisse l'intérieur de notre nez, de nos poumons ou la paroi de nos intestins. Que les virus sont habituellement classés dans la catégorie des agresseurs. On les représente d'ailleurs souvent comme de véritables petites bombes hérissées de pics. Les virus nous entraînent aux limites du visible. Comparés à eux, la plupart des organismes microscopiques sont de véritables mastodontes. Pour vous donner un point de comparaison, si une cellule de votre peau avait la taille d'un éléphant, le virus, lui, aurait la taille d'un moustique. Et il ne faut pas s'y fier, car d'une certaine façon, les pouvoirs des virus sont inversement proportionnels à leur taille. Les virus ont besoin de pirater nos cellules pour survivre. C'est ainsi qu'ils peuvent provoquer les maladies les plus contagieuses et dévastatrices que l'espèce humaine doit affronter. Rage, grippe, variole, Ebola, sida, autant de noms qui résonnent comme de terribles menaces. Les bactéries se multiplient entre nos cellules. Ce n'est pas le cas des virus. Il injecte son matériel génétique à l'aide d'une mini-seringue. Le virus se multiplie alors à l'intérieur de sa victime et la fait exploser. En infectant nos cellules, l'ADN du virus s'est intégré à notre propre ADN. Le virus est alors devenu endogène, c'est-à-dire qu'il s'est installé à l'intérieur de notre génome. Donc, un virus parasite une de nos cellules, mais des centaines d'unités vont en ressortir, détruisant la cellule infectée et provoquant les symptômes.